Lorsqu'elle a dit « bonne nuit », il a laissé tomber la clé de sa main. Il a reconnu le collier. C'était le même que celui de la fillette qui lui avait sauvé la vie pendant la guerre. Elle a retourné son badge et il est tombé à genoux en pleurant. En l'entendant fredonner, il a dit « C'était toi la fille du piano ?» La Côte d'Azur vibrait sous le soleil de midi lorsque Sophie Dubois courut pour ne pas manquer le bus. À 28 ans, elle portait sur ses épaules le poids d'une vie remplie de défis. Depuis son enfance, elle entendait les murmures malveillants « La pauvre si laide », avec ce nez et ses boutons, ce sera difficile de trouver un petit ami. Ces mots lui faisaient mal comme des aiguilles, mais au fil du temps, Sophie avait appris à se construire une armure. Habitante d'un petit appartement à Cagnes-sur-Mer, dans l'ouest de Nice, Sophie vivait avec le strict minimum. Son maigre salaire d'employé de restaurant couvrait à peine les dépenses. Et maintenant, avec l'établissement qui fermait ses portes, elle n'aurait même plus cela. Le loyer en retard et les factures s'accumulaient sur la table usée de sa cuisine. « Madame Martin, je promets que d'ici la fin du mois, j'aurai tout réglé », avait supplié Sophie à sa propriétaire ce matin-là, avant de sortir distribuer des CV dans toute la ville. La propriétaire, une dame aux cheveux gris et au visage marqué par le temps, avait simplement soupiré. « Ça fait déjà 3 mois, Sophie, j'ai mes propres factures à payer. » Le désespoir grandissait en Sophie comme un tsunami silencieux. Elle prit le dernier bus en direction de la Côte d'Azur, s'accrochant à l'espoir comme on s'accroche à une branche pendant une inondation. Dans son sac à dos usé, elle transportait 5 copies de son CV, chacune représentant une possibilité de survie. Lorsqu'elle descendit sur la promenade des Anglais, le contraste entre son monde et le luxe du bord de mer était frappant. Des bâtiments imposants s'élevaient vers le ciel, tandis que des voitures de luxe glissaient sur l'asphalte. Sophie ajusta son chemisier bleu marine, le meilleur qu'elle possédait, et respira profondément. Un dernier endroit restait sur sa liste, le majestueux Palais Azur. Le Palais Azur n'était pas simplement un hôtel, c'était une institution à Nice. Avec sa façade imposante de verre et de marbre, il offrait une vue privilégiée sur la Méditerranée et accueillait des célébrités, des politiciens et des millionnaires du monde entier. Ces 15 étages, ras de pur luxe, étaient célèbres dans les magazines de tourisme et sur les réseaux sociaux des influenceurs. Sophie hésita à l'entrée. 2 agents de sécurité en costume sombre observaient chaque personne qui s'approchait. Elle se sentit diminuée sous leurs regards évaluateurs. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle s'approcha. « Bonjour, je viens pour un entretien. »« Au service des ressources humaines », mentit-elle, rassemblant tout le courage qu'elle pouvait. Par une sorte de miracle, ils la crurent et lui indiquèrent le chemin. Pendant qu'elle traversait le hall de marbre poli, Sophie observait les employés, tous impeccablement vêtus. Les réceptionnistes ressemblaient à des mannequins, avec leurs cheveux parfaitement coiffés et leurs sourires éclatants. Pendant un moment, elle faillit abandonner. « Je peux vous aider ?» demanda une femme d'environ 40 ans, aux cheveux châtains attachés en un chignon élégant et au regard perçant. « Je suis venue déposer mon CV, » répondit Sophie, tendant le papier légèrement froissé. La femme, qui se présenta, comme Régine Valois, responsable des ressources humaines, examina le document avec une expression neutre. « Expérience dans l'hôtellerie ? Non, madame, mais j'apprends vite et je suis très dévouée. » Régine haussa un sourcil clairement sceptique. « Écoutez, ma chère, le Palais Azur a des standards très spécifiques. » À ce moment, un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'un costume gris impeccable, passa rapidement dans le couloir. Ses yeux d'un brun profond croisèrent momentanément ceux de Sophie. Il s'arrêta comme si quelque chose l'avait perturbé. « Un problème, Régine ?» demanda-t-il, sa voix grave emplissant l'espace. « Non, monsieur Lenoir, juste une candidate. Sans expérience. » L'homme que Sophie découvrirait plus tard être Maurice Lenoir, directeur général de l'hôtel, la regarda avec plus d'attention que d'habitude. « Quel est votre nom ?»« Sophie Dubois, monsieur. » Quelque chose dans son regard changea, comme si un souvenir lointain s'était réveillé. « Régine, n'avions-nous pas besoin de quelqu'un à la lingerie ? Avec l'augmentation des clients pour le nouvel an, toute aide sera bienvenue. » Régine parut surprise, mais acquiesça. « Oui, c'est vrai, mais donnez-lui une chance. Parfois, le dévouement vaut plus que l'expérience. » Et ainsi, contre toute attente,
Sophie fut engagée comme assistante à la lingerie du Palais Azur. Le salaire était meilleur que prévu, et bien que la fonction fût considérée comme la plus basse dans la hiérarchie de l'hôtel, pour elle, cela représentait une bouée de sauvetage. Dans les semaines qui suivirent, Sophie se plongea corps et âme dans le travail. Elle se levait à 4 heures du matin pour prendre le premier bus et arrivait toujours une demi-heure avant le début de son service. Dans l'immense sous-sol de l'hôtel, elle organisait, pliait et supervisait le nettoyage des draps en coton égyptien, des serviettes douces et des peignoirs qui coûtaient plus que son salaire mensuel. Malgré l'environnement parfois hostile, certaines collègues la regardaient avec dédain, commentant son apparence dans son dos. Sophie restait ferme. Avec le temps, son efficacité commença à être remarquée. Ce qui lui manquait en beauté conventionnelle était compensé par sa compétence et sa détermination. « Tu es différente des autres qui sont passés par ici », commenta Madame Josette, une dame de 60 ans qui travaillait à la lingerie depuis plus de 2 décennies. « Tu as du cran, ma petite. » Ces simples mots signifiaient plus pour Sophie que n'importe quel compliment élaboré. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle construisait quelque chose, aussi modeste soit-il. Un jour, alors, qu'elle organisait les chariots de linge de lit pour les étages supérieurs, Sophie entendit une discussion animée. La femme de chambre responsable du 15e étage, où se trouvèrent les suites présidentielles, s'était absentée sans prévenir et personne ne voulait assumer le travail supplémentaire. « Je vais le faire », proposa Sophie à la surprise générale. « Toi ?» demanda Théo, le superviseur d'étage, avec méfiance. « Cet étage reçoit des ministres, des artistes internationaux. Ce n'est pas un endroit pour... » Il ne termina pas sa phrase, mais il n'en avait pas besoin. Sophie comprit ce qui était implicite. Ce n'était pas un endroit pour quelqu'un comme elle, sans beauté, sans raffinement. « Je sais faire ce travail », insista-t-elle, gardant sa dignité. « Je ne vous décevrai pas. » À contre-cœur, Théo accepta, plus par manque d'options que par confiance. C'était l'opportunité dont Sophie avait besoin pour montrer sa valeur. Pendant qu'elle arrangeait méticuleusement chaque détail des chambres luxueuses, elle absorbait l'ambiance, observait comment tout fonctionnait. Elle apprenait sur les produits importés dans les salles de bain, sur la façon de disposer les coussins sur les lits king size, sur les petits détails qui faisaient la différence pour des clients qui payaient des milliers d'euros par nuit. La fin de la semaine, non seulement elle avait maîtrisé la fonction, mais elle avait également mis en œuvre de petites améliorations dans l'organisation. Théo, initialement sceptique, commença à la solliciter plus fréquemment. « Je ne sais pas comment tu fais ça », commenta-t-il un après-midi. Les clients de la 1502 ont laissé un mot félicitant spécifiquement l'arrangement de la chambre. C'était rare. Les clients de ce niveau remarquaient rarement le travail de l'équipe de nettoyage, encore moins laissaient des compliments. Ce que Sophie ignorait, c'est que ses efforts n'échappaient pas à une autre paire d'yeux. Dans son bureau de la mezzanine, avec vue sur le hall, Étienne Moreau, le propriétaire du Palais Azur, observait souvent le mouvement à travers les caméras de sécurité. À 45 ans, Étienne était l'un des hommes d'affaires les plus prospères et discrets de France. Fils d'un petit commerçant qui avait bâti un empire hôtelier à partir de rien, il avait multiplié la fortune familiale grâce à des investissements judicieux et une vision aiguë des affaires. Divorcé depuis 5 ans, d'un mariage sans enfant, Étienne apparaissait rarement à l'hôtel, préférant gérer ses affaires à distance. Cependant, avec l'approche de la fin d'année et les grands événements que le Palais Azur accueillerait, il avait décidé de passer une période à superviser personnellement les opérations. Ce soir-là, alors qu'il examinait les rapports de performance des départements, un nom attira son attention, Sophie Dubois. Les évaluations exceptionnelles contrastaient avec son recrutement récent. Intrigué, Étienne prit note mentalement d'observer le travail de cet employé dans les jours à venir. Le destin, cependant, avait d'autres plans pour leur première rencontre. 2 mois s'étaient écoulés depuis que Sophie avait franchi pour la première fois les portes du Palais Azur. Ce qui avait commencé comme un travail à la lingerie avait maintenant évolué vers un poste de femme de chambre senior, responsable des étages les plus luxueux de l'hôtel. Sa compétence et son attention aux détails avaient impressionné même les plus sceptiques. « Tu as vu ? La moche a eu encore une promotion », murmura Vanessa, l'une des réceptionnistes, à une collègue pendant la pause. Sophie fit semblant de ne pas entendre en passant dans le couloir de service. Après une vie entière à entendre des commentaires similaires,
elle avait appris à ne pas alimenter ce genre d'énergie. Au lieu de cela, elle se concentrait sur les petits triomphes quotidiens. Une chambre impeccablement rangée, un problème, résolu avant même que le client ne s'en aperçoive, un remerciement sincère d'un client satisfait. Ce vendredi matin-là, une urgence agita l'hôtel. Un groupe d'hommes d'affaires devait arriver dans seulement 2 heures pour une conférence importante et l'équipe de la réception était en sous-effectif. Janine, la chef de réception, avait eu un accident de voiture en se rendant au travail et 2 autres employés présentaient des symptômes grippaux. Nous avons besoin de quelqu'un qui connaît les procédures pour couvrir la réception, s'exclama Régine, la responsable des RH, visiblement stressée lors de la réunion d'urgence. Le silence domina la salle. Travailler à la réception signifiait être le visage du Palais Azur, la première impression que les clients auraient en entrant dans l'établissement luxueux. Tous savaient que Régine privilégiait toujours l'apparence au moment de choisir qui occuperait ce poste. « Je peux aider », la voix de Sophie résonna fermement, la surprenant elle-même. « J'ai observé les procédures d'enregistrement et de départ pendant mes rondes. Je connais le système. » Régine lui lança un regard incrédule. « Vous, à la réception ?» Maurice Lenoir, le directeur général qui avait donné sa première chance à Sophie, intervint. « Nous n'avons pas beaucoup d'options, Régine. Le groupe Beaumont arrive dans moins de 2 heures. Ce sont nos plus grands investisseurs. » À contre-cœur, Régine accepta, mais pas sans ajouter « Restez à l'arrière de la réception. Nous laisserons Marcel à l'avant pour les interactions. » Principal. Ces mots blessèrent, mais Sophie maintint son attitude professionnelle, acquiesçant sans montrer d'émotion. Durant les heures suivantes, elle travailla sans relâche, traitant les documents, organisant les clés et préparant tout pour l'arrivée des cadres. Quand le moment arriva, cependant, le destin intervint. Marcel, la belle réceptionniste, désignée pour être en première ligne, fut appelée pour résoudre un problème de climatisation dans la salle de conférence. Sans alternative, Sophie prit la position principale exactement quand les portes automatiques s'ouvrirent, révélant l'imposant groupe d'hommes d'affaires. « Bienvenue au Palais Azur », les accueillit-elle avec un sourire sincère, sa voix calme et professionnelle. À la surprise de tous, surtout de Régine qui observait nerveusement de loin, Sophie conduisit le processus avec une efficacité remarquable. Non seulement elle traita rapidement les documents, mais elle répondit également aux questions sur la structure de l'hôtel et offrit des suggestions personnalisées concernant les attractions locales. « Impressionnant », commenta l'un des cadres en s'éloignant. « Je vois rarement un service aussi efficace et personnalisé dans les hôtels de luxe. Généralement, tout est très mécanique. » Ce commentaire ne passa pas inaperçu. Dans les jours qui suivirent, Sophie fut officiellement transférée à l'équipe de réception, initialement pour couvrir le service de nuit moins fréquenté. C'était une petite victoire, mais significative. Son nouveau poste offrait une vision privilégiée de l'hôtel. De la réception, elle observait le flux constant de personnes qui entraient et sortaient, des célébrités déguisées avec des lunettes noires, des hommes d'affaires à la posture impeccable, des familles riches en vacances. Chacun d'eux était un univers particulier d'histoire, de désirs et de besoins. Parmi les employés, sa nouvelle position généra diverses réactions. Certains, comme Madame Josette de la lingerie, célébrèrent sincèrement son progrès. D'autres, comme Vanessa et son groupe, intensifièrent les commentaires malveillants. Il doit y avoir un arrangement. Qui mettrait quelqu'un avec cette tête à la réception d'un hôtel 5 étoiles? Les mots parvenaient aux oreilles de Sophie comme des échos lointains. Elle se concentrait au lieu de cela sur l'amélioration de ses compétences. Elle étudiait l'anglais et l'espagnol dans les petites heures après son service. Elle mémorisait les noms et les préférences des clients réguliers. Elle créait de petits systèmes pour optimiser les processus. Un soir, pendant un service particulièrement calme, Sophie réorganisait le fichier des réservations quand elle remarqua une incohérence dans les registres du système. Après une vérification minutieuse, elle découvrit que plusieurs réservations de suites premium avaient été dupliquées pour le week-end du Grand Prix de Formule 1, l'un des événements les plus importants du calendrier niçois. « Ça va être un chaos », murmura-t-elle pour elle-même, imaginant le scénario des clients arrivant et découvrant que leurs chambres étaient occupées. Si cette histoire touche votre cœur, laissez un cœur dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne.
Immédiatement, elle commença à travailler sur la solution. Elle passa des heures à vérifier chaque réservation, identifiant les doublons et réorganisant la distribution des chambres. Quand le soleil se leva, elle avait réussi à résoudre le problème sans annuler aucune réservation, utilisant astucieusement les suites disponibles et offrant des surclassements stratégiques qui, en réalité, maximiseraient les revenus de l'hôtel. Maurice Lenoir la trouva encore penchée sur les documents lorsqu'il arriva pour son service matinal. « Que faites-vous encore ici, Sophie? Votre service s'est terminé il y a des heures. » Avec de profondes cernes, mais une lueur de satisfaction dans les yeux, elle expliqua la situation et sa solution. Maurice écouta attentivement, son visage passant de l'inquiétude au soulagement et finalement à l'admiration. « Vous avez probablement sauvé l'hôtel d'une perte considérable et, plus importante encore, d'un désastre en termes de relations. Public, déclara-t-il, feuilletant les documents réorganisés. Cela ne passera pas inaperçu. En effet, ce ne fut pas le cas. La semaine suivante, Sophie fut convoquée au bureau de Régine Valois. Les mains légèrement tremblantes, elle frappa à la porte en bois foncé. « Entrez !» La voix ferme de Régine résonna de l'intérieur. À sa surprise, Maurice Lenoir était également présent, ainsi qu'une autre personne que Sophie ne reconnut pas immédiatement. Un homme grand, aux tempes grisonnantes et aux yeux d'un bleu intense, vêtu d'un costume bleu marine qui semblait avoir été fait sur mesure pour son corps athlétique. « Sophie, voici Richard Beaumont, notre consultante en opération », présenta Maurice. Il évalue la performance de tous les départements. Richard la salua d'une poignée de main ferme, ses yeux l'étudiant avec intérêt. Il y avait quelque chose de familier dans ce regard, une sensation que Sophie ne parvint pas à déchiffrer. « Nous envisageons une restructuration de l'équipe de réception », expliqua Régine, son ton neutre ne révélant pas si c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle. « Et votre nom est apparu lors de nos évaluations. » Le cœur de Sophie s'accéléra. Serait-elle licenciée, transférée de nouveau à la lingerie? « Nous aimerions vous offrir le poste d'assistante superviseur de la réception, » dit Maurice, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres. Sophie cligna plusieurs fois des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. « Assistante superviseur, votre capacité à résoudre les problèmes et votre attention aux détails sont exactement ce dont nous avons besoin, » continua Maurice. « L'incident des réservations dupliquées n'était qu'un exemple de votre potentiel. » Régine, bien qu'elle ne fût manifestement pas la plus enthousiaste de l'idée, acquiesça en signe d'accord. Le poste s'accompagne d'une augmentation significative de salaire et de nouvelles responsabilités, bien sûr, y compris des formations à l'étranger, ajouta Richard, parlant pour la première fois. Sa voix avait un timbre grave et agréable. Nous prévoyons d'envoyer l'équipe de supervision visiter nos unités à Lisbonne et à Madrid au prochain trimestre. La tête de Sophie tournait, d'assistante de lingerie à assistante superviseur avec des voyages internationaux en moins de 3 mois. Cela semblait trop irréel. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle avant de pouvoir se retenir. Richard sourit, un sourire qui semblait contenir un secret. « Parfois, mademoiselle Dubois, le véritable luxe ne réside pas dans l'apparence, mais dans l'excellence, et vous avez démontré une excellence rare. » Ce même jour, Sophie prit ses nouvelles fonctions. Elle reçut un nouvel uniforme, plus élégant que le précédent, et un bureau personnel dans les locaux administratifs. La réaction des collègues fut immédiate. Certains la félicitèrent sincèrement, tandis que d'autres intensifièrent les commérages et les théories conspirationnistes sur son ascension météorique. « Elle doit avoir quelque chose sur quelqu'un », insinua Vanessa pendant le déjeuner à la cafétéria du personnel. « Personne ne monte aussi vite sans… » Vanessa interrompit sa phrase en voyant Richard Beaumont entrer dans la pièce, quelque chose d'extrêmement inhabituel pour quelqu'un de sa position. Il marcha directement vers la table où Sophie mangeait, seule, et s'assit en face d'elle. « J'espère ne pas interrompre, » dit-il naturellement, comme s'il était parfaitement normal qu'un consultant senior déjeune avec une superviseure assistante récemment promue. « Pas du tout, monsieur, » répondit Sophie, sentant les regards de tous dans la cafétéria. « Richard, s'il vous plaît, » sourit-il, commençant à manger sa salade. « J'aimerais discuter de quelques idées pour améliorer les procédures d'enregistrement. Maurice a mentionné que vous aviez des suggestions intéressantes. » Pendant l'heure suivante, ils discutèrent des opérations hôtelières comme de vieux collègues.
Richard écoutait attentivement chaque suggestion de Sophie, posant des questions perspicaces et prenant occasionnellement des notes sur sa tablette. Ce qui surprit le plus Sophie, c'était la façon dont il la traitait, avec un véritable respect intellectuel, quelque chose qu'elle avait rarement expérimenté dans sa vie professionnelle. À la fin du déjeuner, Richard fit une pause, l'observant avec une expression que Sophie ne parvint pas à déchiffrer. « Vous n'avez aucune idée de qui je suis, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Sophie sentit son estomac se nouer. Avait-elle commis une grave erreur? Devrait-elle le reconnaître de quelque part? « Désolé, mais je ne suis pas sûr. » Richard acquiesça comme s'il confirmait quelque chose pour lui-même. « C'est normal. Nous aurons le temps pour cela. Pour l'instant, concentrez-vous sur votre nouveau poste. J'ai hâte de voir comment vous allez transformer la réception du Palais Azur. » Tandis qu'il s'éloignait, Sophie resta assise, essayant de comprendre cette étrange rencontre. Une chose était certaine. Sa vie avait radicalement changé depuis qu'elle était entrée par les portes du luxueux hôtel, et quelque chose lui disait que les plus grands changements étaient encore à venir. Ce que Sophie ignorait, c'est qu'à ce moment précis, Richard Beaumont téléphonait à Étienne Moreau, le véritable propriétaire du Palais Azur, pour lui faire part de ses découvertes. « C'est elle, Étienne. »« Je n'ai aucun doute, » dit-il, regardant par la fenêtre du couloir vers la mer Méditerranée. « La fille de Céline Dubois est vivante et elle travaille dans ton hôtel. » Le Palais Azur resplendissait sous la lumière dorée du crépuscule niçois. Depuis son nouveau bureau au 3e étage, Sophie observait l'activité sur la plage, tout en organisant les rapports hebdomadaires d'occupation. Une semaine s'était écoulée depuis sa promotion et elle n'arrivait toujours pas à croire à sa nouvelle réalité. Son petit appartement à Cagnes-sur-Mer affichait maintenant un tableau en liège rempli de notes et d'objectifs. Avec l'augmentation de salaire, elle avait déjà réglé 2 mensualités de loyer en retard, acheté quelques livres sur l'hôtellerie et s'était inscrite à un cours intensif d'anglais les samedis. L'avenir, autrefois si sombre, montrait maintenant des contours de possibilités. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez », répondit-elle, ajustant instinctivement ses cheveux châtains qu'elle portait désormais attachés, en un chignon élégant, appris dans des tutoriels en ligne. Maurice Lenoir apparut, son expression sérieuse comme toujours. « Sophie, Monsieur Moreau a demandé votre présence dans son bureau. Immédiatement. » Le cœur de Sophie s'accéléra. Étienne Moreau, le propriétaire du Palais Azur, était presque une figure mythique parmi les employés. Peu l'avaient vu personnellement, et les rumeurs sur sa personnalité variaient du philanthrope généreux au tyran impitoyable. Quel motif aurait-il pour la convoquer? S'est-il passé quelque chose de grave? Demanda-t-elle, essayant de garder une voix ferme. Je ne saurais dire, répondit Maurice, son visage indéchiffrable. Il a simplement demandé à ce que je vous amène. Tandis qu'il marchait dans les couloirs décorés d'œuvres d'artistes français contemporains, Sophie sentait le regard curieux des collègues. Maurice la conduisit jusqu'à l'ascenseur exécutif, celui qui donnait un accès direct au dernier étage, où se trouvait la suite présidentielle et le bureau particulier du propriétaire. « Bonne chance, » dit-il, en la laissant dans l'antichambre. Élégante, décorée dans des tons bleu marine et or. La secrétaire, une femme d'environ 50 ans à la posture impeccable, annonça son arrivée par l'interphone et, quelques secondes plus tard, indiqua la porte en bois foncé. « Vous pouvez entrer, mademoiselle Dubois, il vous attend. » Lorsque Sophie entra dans le vaste bureau, la première chose qu'elle remarqua fut la vue spectaculaire sur la baie de Nice. Des murs de verre du sol au plafond offraient un panorama à couper le souffle de Nice. La deuxième chose qu'elle remarqua fut l'homme de dos à la porte, observant justement ce paysage. « Mademoiselle Dubois, merci d'être venue, » dit-il sans se retourner, sa voix profonde et confiante remplissant l'espace. Quand il se tourna finalement pour lui, faire face, Sophie ressentit une étrange familiarité. Étienne Moreau avait environ 45 ans, des cheveux noirs avec quelques fils argentés aux tempes, des yeux d'un brun si intense qu'ils semblaient presque dorés. Il portait un costume gris parfaitement ajusté à son corps athlétique, sans ostentation, au-delà d'une montre discrète au poignet gauche. « S'il vous plaît, asseyez-vous », indiqua-t-il l'un des fauteuils en cuir caramel disposés près de la table en acajou. Sophie obéit, essayant de contrôler le tremblement de ses mains. Étienne l'observait avec une intensité déconcertante,
comme s'il cherchait quelque chose sur son visage. « J'imagine que vous vous demandez pourquoi je vous ai fait venir ici, » dit-il, s'asseyant dans le fauteuil en face d'elle, au lieu de derrière l'imposante table. « J'avoue être curieuse, monsieur. » Un léger sourire apparut sur les lèvres d'Étienne. « J'ai suivi votre trajectoire à l'hôtel avec grand intérêt, Sophie, d'assistante de lingerie à superviseur assistante. En seulement quelques mois, c'est sans précédent dans l'histoire du Palais Azur. » Sophie déglutit. Serait-elle réprimandée, accusée d'avoir gravi les échelons trop rapidement? « J'ai toujours donné le meilleur de moi-même, monsieur. »« Je sais, » répondit-il, la surprenant. « En fait, c'est exactement pour cela que je vous ai fait venir. Votre dévouement, votre intelligence et votre capacité à résoudre des problèmes complexes m'intriguent. Principalement parce que... » Étienne fit une pause, se leva et marcha jusqu'à un buffet d'où il prit un dossier. « Principalement parce que je vois dans ses caractéristiques le reflet d'une vieille amie, Céline Dubois, votre mère. » Le monde sembla s'arrêter. Sophie eut l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. Sa mère, Céline, comment pourrait-il connaître sa mère, décédée alors qu'elle n'avait que 5 ans? Comment pouvez-vous... Les mots sortaient entrecoupés. Étienne retourna au fauteuil, ouvrant le dossier sur la petite table basse entre eux. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photographies, certaines jaunies par le temps. Sur l'une d'elles, une jeune femme au sourire radieux, avec les mêmes yeux que Sophie, se tenait aux côtés d'un jeune homme qu'elle reconnut comme une version plus jeune d'Étienne. « Céline et moi avons étudié ensemble à l'école de commerce, » expliqua-t-il, sa voix s'adoucissant avec le souvenir. « Nous étions inséparables. Elle, moi et Richard Beaumont formions un trio improbable. Elle, fille de femme de ménage ayant obtenu une bourse complète. Moi, héritier d'un petit entrepreneur, et Richard, fils de diplomate. » Sophie toucha la photographie de doigts tremblants. Elle avait peu de souvenirs de sa mère, et seulement une photographie usée. Voir ce visage jeune et plein de vie était comme redécouvrir une partie perdue d'elle-même. « Après l'école, nous avons suivi des chemins différents, » continua Étienne. « J'ai repris les affaires de la famille. Richard est allé dans la diplomatie comme son père, et Céline, eh bien, elle était brillante. Elle a obtenu un poste dans une multinationale et s'est rapidement démarquée. » Il fit une pause, comme s'il organisait ses pensées. Puis elle a rencontré votre père, François Sauveterre, un homme charismatique, mais avec des connexions douteuses. Nous nous sommes un peu éloignés à cette époque. Quand vous êtes né, Céline était radieuse. Elle m'a envoyé une lettre avec votre photo de nouveau-né. Étienne sortit du dossier une enveloppe jaunie, d'où il tira une petite photographie d'un bébé enveloppé dans une couverture rose. « C'est vous, Sophie. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Sophie. Toute sa vie, elle avait cru que sa mère était morte dans un accident de voiture, la laissant aux soins d'une tante éloignée qui l'avait traitée avec froideur et ressentiment jusqu'à son adolescence. Elle n'avait jamais su de détails sur son père, seulement qu'il avait disparu avant même sa naissance. Que s'est-il passé avec elle? Avec mon père? Tante Marlène disait toujours que... « Marlène n'était pas votre tante, » interrompit Étienne, son expression se durcissant. C'était une employée engagée pour s'occuper de vous, avec une histoire fabriquée. Le choc fut comme un coup physique. Sophie dut s'agripper au bras du fauteuil pour maintenir son équilibre. « Je ne comprends pas. » Étienne soupira profondément. « François Sauveterre, votre père, était impliqué dans le blanchiment d'argent pour un groupe puissant. Quand il a décidé de collaborer avec les autorités, il est devenu une cible. Céline l'a découvert et a planifié de s'enfuir avec vous à l'étranger. Elle est venue me voir demandant de l'aide. Il se leva, marchant jusqu'à la fenêtre, comme si la vue de l'océan l'aidait à continuer. J'ai arrangé des documents, de l'argent, tout pour que vous trois puissiez disparaître et recommencer dans un autre pays. Mais la nuit où vous deviez partir, Étienne ferma les yeux un moment. Il y a eu un incendie dans votre maison. Les corps retrouvés ont été identifiés comme ceux de Céline et François. Vous n'étiez pas là. Vous aviez disparu. » Sophie couvrit sa bouche de sa main, essayant d'étouffer un sanglot. 2 décennies de mensonges s'écroulant en quelques minutes. « J'ai engagé des détectives privés pendant des années, » continua Étienne. « Mais quiconque vous a emmené a fait un travail méticuleux. L'histoire de tante Marlène, une identité falsifiée. Finalement, les enquêteurs ont perdu votre trace. Jusqu'à ce que, il y a quelques semaines, Richard vous ait vu à la réception de l'hôtel
et ait remarqué l'incroyable ressemblance avec Céline. Étienne revint s'asseoir, cette fois à côté de Sophie. Hésitant, il posa une main sur la sienne. « Quand Richard m'a téléphoné, je n'y ai pas cru. J'ai demandé qu'il vous observe, qu'il confirme, et puis, nous voici. » Le silence qui suivit ne fut rempli que par le son distant des vagues et le bourdonnement doux de la climatisation. Sophie se sentait en chute libre, toutes ses certitudes désintégrées. Pourquoi Marlène m'aurait-elle élevée avec une histoire fausse? Qui aurait-elle gagné? De l'argent, probablement, répondit Étienne. Ceux qui l'ont engagée a dû assurer sa subsistance en échange de vous garder caché, mais nous devons enquêter davantage pour en être sûrs. Sophie essuya ses larmes, essayant de traiter tant d'informations. Êtes-vous absolument certain que je suis la fille de Céline? Étienne sourit, un sourire triste mais sincère. Au-delà de la ressemblance physique indéniable, nous avons ceci. Il montra une autre photographie. Dessus, la jeune Céline portait un collier avec un petit pendentif en forme de demi-lune. Votre mère ne retirait jamais ce collier. C'était un héritage de sa grand-mère. Dans la lettre que j'ai reçue avec votre photo de bébé, elle mentionnait que le collier serait à vous quand vous grandiriez. Le cœur de Sophie s'accéléra. De doigts tremblants, elle ouvrit le petit sac qu'elle portait et en sortit un mouchoir soigneusement plié. À l'intérieur se trouvait le collier en demi-lune, quelque chose qu'elle gardait comme son bien le plus précieux. Marlène me l'a donné quand j'ai eu 18 ans. Elle a dit que c'était le seul objet que ma mère m'avait laissé. Étienne observa le collier avec une émotion évidente. Cela confirme tout. Pendant de longues minutes, ils restèrent silencieux. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de Nice de rouge et d'or, tandis que Sophie essayait d'assimiler la vérité qui transformait complètement son histoire. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle finalement. Étienne la regarda avec une intensité qui mélangeait détermination et quelque chose qui semblait être de l'affection. « Maintenant, Sophie, nous allons découvrir qui a vraiment orchestré tout cela. Et plus important, je vais vous aider à récupérer ce qui vous a été pris. Votre histoire, votre héritage. » Il hésita un moment avant d'ajouter « Si vous le souhaitez, bien sûr. Je comprends que ce soit beaucoup à assimiler d'un coup. » Sophie regarda à nouveau la photographie de sa mère, reconnaissant dans ce sourire la même détermination qu'elle avait toujours ressentie en elle, cette force inexplicable qui l'avait maintenue en lutte même dans les moments les plus difficiles. « Je veux tout savoir, » dit-elle fermement, « car je veux comprendre qui je suis vraiment. » Étienne acquiesça, un nouveau respect dans son regard. « Alors commençons par le début. Votre mère, Céline Dubois, n'était pas seulement mon amie, c'était l'un des esprits les plus brillants que j'ai jamais connus, et c'est grâce à elle que le Palais Azur existe aujourd'hui. » Alors que le ciel s'assombrissait sur Nice, Étienne Moreau commença à raconter la véritable histoire de Céline Dubois et comment sa fille, sans le savoir, avait retrouvé le chemin de l'héritage qui lui appartenait de droit. Les semaines suivantes passèrent comme un tourbillon pour Sophie. Pendant la journée, elle continuait à remplir ses fonctions d'assistante superviseur avec encore plus de dévouement et de détermination. Le soir, elle rencontrait Étienne et Richard dans l'appartement privé de l'hôtel, résolvant le puzzle de son passé. « Votre mère est celle qui a eu l'idée originale du Palais Azur », expliqua Étienne lors d'une de ses soirées, alors qu'ils partageaient un dîner simple sur la terrasse avec vue sur la mer. « Nous étions à l'école, travaillant sur un projet de fin d'études. Alors que tout le monde pensait à des plans d'affaires conventionnels, Céline a imaginé un hôtel qui combinerait le luxe international avec l'authenticité française. Richard, qui était devenu une présence constante lors de ces réunions, compléta. Elle disait que les touristes étrangers venaient en France à la recherche de notre âme, pas seulement des répliques d'hôtels européens ou américains. Sophie absorbait chaque détail sur la mère qu'elle avait à peine connue, essayant de reconstruire l'image de cette femme brillante et visionnaire. Après l'obtention du diplôme, Étienne a réussi à convaincre son père d'investir dans l'idée, continua Richard. Céline est devenue associée minoritaire et directrice du marketing et des expériences de l'hôtel. C'est ainsi qu'elle a rencontré votre père, ajouta Étienne, son ton changeant subtilement. François Sauveterre était un entrepreneur du secteur événementiel.
Il semblait légitime, charmant, prospère. Mais il ne l'était pas, conclut Sophie, déjà familiarisée avec cette partie de l'histoire. Il utilisait ses connexions dans le monde des affaires et du tourisme. Pour une opération sophistiquée de blanchiment d'argent, confirma Richard. Quand Céline l'a découvert, vous étiez déjà né. Elle était dévastée, mais déterminée à vous protéger. Chaque soir, plus de pièces du puzzle s'emboîtaient. Des tests ADN confirmèrent la parenté, et des enquêteurs engagés par Étienne commencèrent à démêler le mystère de comment Sophie s'était retrouvée aux soins de Marlène, la fausse tante. Par un samedi matin ensoleillé, Sophie était à la réception, vérifiant l'arrivée d'un groupe d'hommes d'affaires japonais, quand un tumulte à l'entrée principale attira son attention. Un homme âgé s'était évanoui dans le hall, tombant lourdement sur le sol de marbre. Sans hésiter, Sophie courut vers lui, signalant à la sécurité de tenir les curieux à l'écart. L'homme, d'environ 70 ans, était pâle et respirait irrégulièrement. « Appelez une ambulance !» ordonna-t-elle tout en desserrant la cravate du monsieur et en le plaçant en position latérale de sécurité. Se souvenant de la formation de base au premier secours qu'elle avait suivi des années auparavant, elle vérifia ses voies respiratoires et surveilla son pouls. L'homme commença à reprendre conscience lentement. « Mais, médicaments » murmura-t-il avec difficulté. « Où sont vos médicaments, monsieur » demanda Sophie, gardant son calme. « Sacoche, dans la chambre. 1105. » Rapidement, Sophie demanda à l'un des réceptionnistes d'aller chercher le médicament, tandis qu'elle continuait à surveiller l'état du client. Quand l'ambulance arriva enfin, il était déjà plus stable grâce à l'intervention rapide. « Vous lui avez sauvé la vie », dit le paramédical pendant qu'ils préparèrent le monsieur pour le transport. S'il avait tardé davantage à recevoir son médicament, il aurait pu avoir de graves complications. L'incident, bien qu'effrayant, devint un jalon dans la carrière de Sophie. Le monsieur, qu'elle découvrit plus tard être Takashi Yamamoto, était le PDG d'une importante multinationale japonaise et l'un des investisseurs du groupe hôtelier d'Étienne. À la fin de cette journée, épuisée mais satisfaite de sa performance, Sophie se dirigeait vers les vestiaires quand elle fut interceptée par Régine Valois. « Monsieur Moreau veut vous voir au salon VIP », informa la responsable des RH, son ton plus respectueux que d'habitude. Dans l'exclusif salon réservé aux clients premium, Sophie trouva Étienne en conversation avec monsieur Yamamoto, qui semblait déjà remis, assis confortablement dans un fauteuil, avec une tasse de thé devant lui. « Ah, la voici !» s'exclama Étienne, en la voyant. « Monsieur Yamamoto, voici Sophie Dubois, l'employée dont je vous parlais. » Le monsieur japonais se leva avec quelques difficultés et, à la surprise de Sophie, fit une révérence respectueuse. « Mademoiselle Dubois, je vous dois la vie, » dit-il dans un français soigné. « Votre rapidité et votre compétence ont été admirables. » Sophie sentit son visage rougir. « J'ai simplement fait ce que n'importe qui aurait fait, monsieur. »« Non, non, » insista-t-il avec un sourire gentil. « Beaucoup auraient s'est paniqué ou attendu quelqu'un de plus qualifié. Vous avez agi. » Étienne observait la scène avec une lueur de fierté dans les yeux. « Monsieur Yamamoto souhaitait vous remercier personnellement, » expliqua-t-il, « et aussi exprimer son désir de vous voir promu. »« Promu » répéta Sophie, confuse. « Au poste de responsable de l'expérience client, compléta Étienne. Un nouveau poste que nous créons, inspiré des idées originales de votre mère. » M. Yamamoto acquiesça avec enthousiasme. Quand un hôtel trouve quelqu'un avec un instinct naturel pour prendre soin des autres, il doit le valoriser. C'est rare. Cette soirée marqua un autre tournant dans la vie de Sophie. Le nouveau poste signifiait non seulement un salaire encore meilleur, mais aussi un bureau personnel à la mezzanine et une équipe de 5 employés sous sa supervision. Plus important encore, c'était une reconnaissance de ses compétences, pas seulement par Étienne qui connaissait maintenant son lien familial, mais par quelqu'un de complètement impartial. Alors qu'elle réorganisait ses affaires dans son nouvel espace le lendemain, Sophie fut surprise par une visite inattendue. Vanessa, la réceptionniste qui avait toujours pris soin de la rabaisser. « Je suis venue vous féliciter, dit-elle, son ton mélangeant politesse forcée et ressentiment. Mal dissimulé. Il semble que votre stratégie ait fonctionné. » Sophie leva les yeux des documents qu'elle organisait. « Quelle stratégie, Vanessa ?»« Eh bien, séduire le patron, » répondit-elle avec un sourire venimeux. « Tout le monde commente combien vous vous rencontrez régulièrement.
Certains parient même sur le temps qu'il faudra avant que vous ne déménagiez au Penthouse. Pendant un instant, Sophie sentit la vieille impulsion de se recroqueviller, de se défendre, d'expliquer. Mais quelque chose avait changé en elle. Les découvertes sur son passé, sur qui elle était vraiment, avaient éveillé une force intérieure qui avait toujours été là, endormie. « Vous savez, Vanessa, dit-elle calmement, en se levant, j'ai passé toute ma vie à entendre des personnes comme vous essayer de diminuer mes réussites, les attribuant à n'importe quoi sauf à ma compétence. Avant, cela me blessait. Aujourd'hui, cela m'attriste seulement pour qu'Avoston Vanessa cligna des yeux, ne s'attendant manifestement pas à cette réaction. Que voulez-vous dire par là? Que pendant que vous dépensez de l'énergie à essayer de rabaisser les autres, vous pourriez grandir. Cet hôtel est plein d'opportunités pour ceux qui se dévouent vraiment. Étonnamment, au lieu de l'explosion de colère que Sophie attendait, elle vit quelque chose de différent dans les yeux de Vanessa, de la confusion et, peut-être, une lueur de reconnaissance. « Vous croyez vraiment cela? Que n'importe qui peut monter ici même ?» Elle hésita. « Même en n'étant pas conventionnelle, même en ne rentrant pas dans le moule. Oui, j'y crois, » répondit Sophie avec conviction. « Et je peux vous aider si vous voulez vraiment. Changez votre approche. » Ce moment apparemment petit fut le début d'une transformation non seulement dans sa relation avec Vanessa, mais avec toute l'équipe. Dans les jours et semaines qui suivirent, Sophie mit en œuvre des changements significatifs dans la façon dont l'hôtel traitait les clients, inspiré par les histoires qu'Étienne et Richard partageaient sur les idées originales de sa mère. Elle créa un programme de personnalisation de l'expérience, où chaque client recevrait une attention individualisée basée sur ses préférences et besoins. Elle mit en place des formations de sensibilité culturelle pour l'équipe, garantissant que les visiteurs de différentes parties du monde se sentent véritablement accueillis. Un après-midi, alors qu'elle marchait dans le couloir du 10e étage pour superviser les nouvelles pratiques, Sophie trouva une femme de chambre en larmes, cachée dans le local de matériel de nettoyage. « Anne, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle inquiète. La jeune fille, d'à peine 19 ans, essuya rapidement son visage. « Rien, mademoiselle Dubois, je vais bien. » Sophie ferma la porte du local, créant un espace sûr pour la conversation. « Vous n'avez pas l'air bien. Et vous, pouvez m'appeler Sophie, vous le savez. » Après quelques hésitations, Anne avoua qu'elle était harcelée par un client qui faisait des commentaires inappropriés et essayait de la toucher chaque fois qu'elle allait nettoyer la chambre. Pourquoi? N'avez-vous pas signalé cela plus tôt? Questionna Sophie, sentant l'indignation monter. C'est un client VIP, répondit Anne tête baissée. Régine dit toujours que les clients VIP n'ont jamais tort et que toute plainte pourrait nous coûter notre emploi. Cette révélation frappa Sophie comme un éclair. Combien d'autres situations similaires se produisaient-elles à son insu? Combien d'employés souffraient en silence, craignant de perdre leur emploi? Sans hésiter, Sophie prit Anne par la main et l'emmena directement au bureau d'Étienne. À la surprise de la jeune femme de chambre, le puissant homme d'affaires les reçut immédiatement, écoutant attentivement le récit. « Monsieur Tavares sera invité à quitter l'hôtel aujourd'hui même, » déclara Étienne, après avoir entendu l'histoire. « Et Anne, vous êtes officiellement transférée à l'équipe de formation, avec une augmentation de salaire. » Les yeux de la jeune fille s'écarquillèrent. « Mais pourquoi ? Parce que nous avons un problème systémique qui doit être corrigé, » expliqua Étienne. « Et vous venez de devenir notre consultante en sécurité pour l'équipe féminine. » Cet incident catalysa l'un des plus grands changements dans la culture du Palais Azur. Avec le soutien total d'Étienne, Sophie mit en œuvre un nouveau code de conduite pour les clients et un canal sécurisé pour les dénonciations de tout type de harcèlement ou comportement inapproprié. La nouvelle se répandit rapidement dans le secteur hôtelier de Nice. Certains critiquèrent la position radicale du Palais Azur, prédisant qu'elle éloignerait les clients haut de gamme. D'autres, principalement des hôtels gérés par des femmes, commencèrent à adopter des pratiques similaires. À la surprise des sceptiques, le taux d'occupation du Palais Azur non seulement se maintint, mais augmenta dans les mois suivants. Les clients, en particulier les familles et les femmes en voyage d'affaires, commencèrent à choisir l'hôtel spécifiquement pour sa politique de tolérance zéro au harcèlement. « Vous êtes en train de révolutionner cet endroit », commenta Richard un soir,
alors qu'il dînait dans l'appartement d'Étienne, exactement comme Céline l'aurait fait. Sophie sourit, touchant instinctivement le collier en demi-lune qu'elle portait maintenant avec fierté. « J'ai l'impression de continuer quelque chose qui a été interrompu », confessa-t-elle, comme si, d'une certaine façon, elle me guidait. Étienne l'observait avec une expression qui mélangeait admiration et quelque chose de plus profond, quelque chose que Sophie ne parvenait pas encore à nommer. « Il y a quelque chose que... je dois vous montrer, dit-il se levant, quelque chose qui vous appartient de droit. » Il la conduisit à son bureau privé et déverrouilla un coffre-fort encastré dans le mur. De l'intérieur, il sortit un dossier portant le logo d'un cabinet d'avocats. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sophie, intriguée. « Le contrat original d'association du Palais Azur » répondit Étienne, tendant le document. « Signé par mon père, par moi et par votre mère. » Sophie tenait le contrat de main tremblante, ses yeux parcourant la signature élégante de Céline Dubois sur la dernière page. Voilà la preuve définitive. Sa mère n'avait pas été seulement une employée talentueuse, mais l'une des fondatrices du Palais Azur. Céline détenait 25% des actions, expliqua Étienne, s'asseyant à côté d'elle. Quand l'incident s'est produit et que vous avez disparu, ces actions ont été placées dans un fonds fiduciaire. Techniquement, elles ont toujours été les vôtres. Sophie leva les yeux du document, stupéfaite. « Vous dites que je suis associé de l'hôtel ?» Étienne acquiesça, un doux sourire illuminant son visage habituellement sérieux. « De droit, oui, les avocats finalisent le transfert formel, considérant les dividendes accumulés pendant toutes ces années. » Il hésita, comme s'il cherchait la meilleure façon de communiquer la nouvelle. « Sophie, vous êtes une femme millionnaire. » Le monde sembla tourner autour d'elle. D'assistante de lingerie à millionnaire en quelques mois, c'était trop surréaliste à assimiler. « J'ai besoin de temps pour traiter tout cela, » murmura-t-elle, rendant soigneusement le contrat à Étienne. « Bien sûr, » répondit-il, compréhensif. « Il n'y a pas d'urgence. Les avocats ont encore besoin de quelques semaines pour finaliser les démarches légales. » Cette nuit-là, Sophie ne put dormir. Assise sur le petit balcon de son appartement à Cagnes-sur-Mer, elle observait les lumières de la ville au loin, essayant de réconcilier qui elle avait toujours cru être avec cette nouvelle réalité qui se révélait. La fortune inattendue ne l'enthousiasmait pas autant que le lien avec sa mère, la sensation d'appartenir enfin à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Le lendemain matin, elle arriva à l'hôtel plus tôt que d'habitude. En marchant dans les couloirs encore vides, sa perception de l'espace avait changé. Ce n'était plus seulement son lieu de travail, c'était une partie de son héritage, quelque chose que sa mère avait aidé à créer. Elle s'arrêta devant l'une des œuvres d'art dans la galerie de la mezzanine, une peinture abstraite en tons de bleu et d'or qui avait toujours attiré son attention. « Votre mère a choisi cette œuvre personnellement. » La voix de Richard la surprit. Il s'approcha, observant la toile avec nostalgie. Elle disait qu'elle représentait la rencontre du ciel niçois avec la mer Méditerranée au crépuscule. Sophie sourit, émue de découvrir un fragment de plus de la personnalité de Céline. Comment était-elle, Richard? Comme personne. Je veux dire. Richard réfléchit un moment, ses yeux perdus dans des souvenirs lointains. Intense. Céline vivait chaque moment comme si c'était le dernier, avec une passion contagieuse. Elle avait une vision unique des personnes. Il fit une pause significative. Elle arrivait à voir au-delà des apparences, à valoriser ce qui importait vraiment. Cela expliquerait beaucoup de choses sur moi, commenta Sophie, plus pour elle-même que pour Richard. Sans doute. L'ADN ne ment pas, sourit-il, posant gentiment sa main sur son épaule. Mais il y a une chose de plus que vous devriez savoir sur elle. Quelque chose qui explique peut-être encore plus. Intriguée, Sophie le regarda. Votre mère a aussi grandi en entendant qu'elle n'était pas assez belle, révéla Richard. Elle a vécu toute son adolescence en étant rabaissée pour ne pas correspondre aux standards de l'époque. C'est peut-être pour cela qu'elle a développé cette capacité extraordinaire de voir au-delà de la surface. Cette révélation frappa Sophie comme une vague. Sa mère avait affronté les mêmes luttes, les mêmes regards de jugement, les mêmes commentaires cruels. Et pourtant, elle était devenue une femme puissante et visionnaire. « Merci de m'avoir raconté cela, dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. Richard acquiesça et s'éloigna, la laissant seule avec ses pensées et la peinture qu'il portait. Ça a maintenant une signification complètement nouvelle.
Dans les jours qui suivirent, Sophie se plongea encore plus dans son travail, canalisant l'énergie émotionnelle des découvertes vers des transformations positives à l'hôtel. Elle mit en place un programme de mentorat pour les employés à faible revenu, inspiré par sa propre trajectoire, et élargit le code de conduite pour inclure des politiques contre la discrimination de tout type. Un après-midi, alors qu'elle inspectait la suite présidentielle après le départ d'un diplomate étranger, Sophie trouva quelque chose d'inhabituel dans le tiroir du bureau, un petit journal à couverture de cuir, oublié par le client précédent. En l'ouvrant pour vérifier l'identité du propriétaire, elle tomba sur une inscription à la première page. « Pour ma chère amie Victoria qui m'a appris que la vraie beauté réside dans l'authenticité, que ces pages blanches deviennent le registre de ton voyage de découverte de soi. Avec affection, Isabelle Gonzalez. » Il n'y avait pas de coordonnées, juste ce message touchant. Sophie aurait dû remettre l'objet aux objets trouvés, mais quelque chose dans ces mots la toucha profondément. En feuilletant quelques pages de plus, elle découvrit que le journal était complètement vierge, à l'exception de quelques citations inspirantes au début de chaque mois. L'une d'elles attira particulièrement son attention. « La beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même. » Coco Chanel. Sophie s'assit au bord du lit luxueux, absorbant ces mots. Toute sa vie avait été marquée par des tentatives de compenser ce que le monde considérait comme son manque de beauté, en travaillant plus dur, en étant plus efficace, plus dévouée. Elle ne s'était jamais arrêtée pour remettre en question les normes mêmes par lesquelles elle se jugeait. Après avoir vérifié que le journal ne contenait pas d'informations personnelles permettant sa restitution, Sophie prit une décision impulsive, elle le garderait. Non pas comme un objet volé, mais comme un cadeau du destin, une invitation à commencer son propre voyage de découverte de soi. Ce soir-là, assise à sa petite table à manger, elle fit sa première note. « Aujourd'hui, j'ai découvert que ma mère, la femme que j'ai à peine connue mais dont le sang coule dans mes veines, a aussi été jugée pour son apparence. Et pourtant, elle est devenue une force transformatrice, créant un héritage de beauté et d'excellence. Peut-être ai-je hérité plus d'elle qu'un simple collier et des actions d'un hôtel. Peut-être ai-je hérité la capacité de voir au-delà, de valoriser l'essence. À partir d'aujourd'hui, je promets de me voir à travers ses yeux, pas ceux des autres. » Dans les jours suivants, le journal devint son confident silencieux. Chaque soir, elle enregistrait non seulement les événements de la journée, mais ses réflexions les plus profondes, ses peurs, ses espoirs. Lentement, une transformation subtile commença à se produire. Pas dans son apparence physique qui restait la même, mais dans sa posture, dans la façon dont elle se rapportait à elle-même et au monde autour d'elle. Un matin, alors qu'elle se préparait pour le travail, Sophie fit quelque chose de différent. Au lieu du chignon sévère qu'elle utilisait pour paraître plus professionnelle, elle laissa ses cheveux détachés, tombant en vagues naturelles sur ses épaules. Audace, lieu du rouge à lèvres nude discret, elle choisit un rouge vif. De petits changements, mais qui symbolisaient une révolution interne. Lorsqu'elle entra dans l'hôtel, elle remarqua les regards surpris, mais ne se souciait plus du jugement qu'ils pouvaient contenir. Elle marcha avec une confiance renouvelée jusqu'à son bureau, où elle trouva Étienne qui l'attendait. « Bonjour », dit-il, puis s'arrêta, l'observant avec une expression difficile à déchiffrer. « Vous êtes différente. Je me sens différente », répondit Sophie avec un sourire sincère. Étienne sembla momentanément sans voix, quelque chose de rare pour l'éloquent homme d'affaires. « Eh bien, je suis venu personnellement vous inviter à un événement important, » reprit-il, retrouvant sa composition. « Le Palais Azur accueillera un dîner de bienfaisance la semaine prochaine, réunissant les principaux noms du monde des affaires et de la culture niçoise. Tant que notre nouvel associé, votre présence est indispensable. » Le cœur de Sophie s'accéléra. C'était une chose de travailler dans les coulisses de l'hôtel, c'en était une toute autre de se présenter comme associée lors d'un gala. « Je ne sais pas si je suis prête pour cela, » confessa-t-elle. « Ce monde de haute société, les gens vont questionner, commenter. »« Laissez-les commenter, » interrompit Étienne, sa voix ferme mais gentille. « Vous avez affronté des défis bien plus grands que quelques regards curieux ou commentaires malveillants. » Il y avait quelque chose dans son ton, une confiance inébranlable en sa capacité qui dissipa les doutes de Sophie.
J'y serai, promit-elle. Dans les jours précédant l'événement, Sophie se consacra à se préparer non seulement extérieurement, mais intérieurement. Elle engagea une conseillère en style, non pour la transformer en quelqu'un d'autre, mais pour l'aider à mieux exprimer qui elle était vraiment. Elle s'inscrivit à un cours intensif d'étiquette sociale, non par insécurité, mais par respect, pour la position qu'elle occupait désormais. Dans son journal, elle écrivit « Je n'essaie pas de rentrer dans un moule. Je crée mon propre espace, définissant mes propres termes. Ce n'est pas une transformation pour plaire aux autres. C'est une célébration de qui j'ai toujours été, maintenant enfin libérée des chaînes du jugement d'autrui. » Le soir de l'événement, le grand salon du Palais Azur était décoré avec une élégance éblouissante. Des arrangements d'orchidées blanches et dorées ornaient les tables et des lumières douces créaient une atmosphère sophistiquée mais accueillante. La liste des invités incluait des politiciens, des artistes, des hommes d'affaires et des influenceurs, l'élite de la société niçoise. Sophie resta dans son bureau jusqu'au dernier moment, respirant profondément pour calmer son cœur qui battait la chamade. Elle portait une élégante robe bleu marine, couleur qui, elle l'avait découvert, était la préférée de sa mère, et le collier en demi-lune reposait sur sa poitrine. Ses cheveux étaient arrangés en vagues douces, et son maquillage, bien qu'impeccable, mettait en valeur ses traits naturels au lieu d'essayer de les masquer. Quand elle entra finalement dans le salon par le couloir latéral, elle sentit des dizaines de regards se tourner vers elle. Certains curieux, d'autres surpris, peu ouvertement critiques. Pendant un instant, la vieille impulsion de se recroqueviller, de devenir invisible, menaça de la dominer. C'est alors qu'elle aperçut Étienne marchant vers elle, un sourire sincère illuminant son visage habituellement sérieux. À ses côtés, Richard et Maurice Lenoir observèrent la scène avec des expressions d'approbation. « Vous êtes absolument éblouissante », dit Étienne en l'atteignant, lui offrant son bras. Il n'y avait pas de condescendance dans sa voix, seulement une sincère admiration. Et ce n'était pas dirigé uniquement vers son apparence, Sophie le savait, mais vers tout ce qu'elle représentait à ce moment, force, résilience, authenticité. « Merci d'avoir cru en moi », répondit-elle, acceptant son bras, même quand je ne croyais pas en moi-même. Ensemble, ils traversèrent le salon, Étienne la présentant formellement aux invités les plus importants, non pas comme une employée promue ou une héritière inattendue, mais comme une égale, une partenaire d'affaires, une femme dont la vision aidait à redéfinir le concept d'hospitalité de luxe à Nice. À la surprise de Sophie, beaucoup avaient déjà entendu parler des innovations qu'elle avait mises en œuvre à l'hôtel. Une influente femme d'affaires du secteur de la mode s'approcha avec enthousiasme. « Votre programme d'autonomisation féminine dans l'hôtellerie est révolutionnaire. Nous devons discuter d'un possible partenariat. » Un renommé chef français, propriétaire de restaurants étoilés sur 3 continents, tint à féliciter les changements dans le service de restauration de l'hôtel. Enfin, quelqu'un qui comprend que le vrai luxe réside dans l'expérience authentique, pas dans l'ostentation vide. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Sophie réalisait que quelque chose d'extraordinaire se produisait. Les gens n'acceptaient pas seulement sa présence, ils étaient véritablement intéressés par ses idées, par sa vision. Ce qui avait commencé comme une épreuve du feu devenait une célébration non seulement de sa nouvelle position sociale, mais de son essence, de tout ce qui la rendait unique. À un moment donné, elle se retrouva seule pendant quelques instants, observant la salle pleine de personnes, conversant avec animation. Son regard croisa celui de Vanessa, la réceptionniste qui l'avait tant maltraitée dans le passé. Étonnamment, la jeune femme sourit et leva son verre dans un toast silencieux à distance. De petites transformations se produisaient partout, pensa Sophie, pas seulement en elle, mais autour d'elle, comme des ondes se propageant à partir d'une pierre jetée dans l'eau. C'est alors qu'Étienne monta sur la petite scène montée au fond de la salle, demandant l'attention de tous. Le brouhaha diminua graduellement jusqu'à ce que le silence s'installe. « Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est avec grand plaisir que je vous accueille au Palais Azur pour cette soirée spéciale. » Sa voix grave et confiante remplissait l'espace, captant l'attention de tous les présents. « Aujourd'hui, nous célébrons non seulement la collecte de fonds pour l'Institut Nouveaux Horizons, qui réalise un travail extraordinaire avec les enfants dans les communautés vulnérables, mais
Aussi un moment significatif dans l'histoire de cet hôtel. Étienne fit une pause, ses yeux rencontrant ceux de Sophie dans la foule. J'aimerais inviter sur scène quelqu'un de très spécial, dont l'arrivée au Palais Azur représente non seulement un retour mais une renaissance. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, accueillez chaleureusement mademoiselle Sophie Dubois, fille de ma chère amie Céline Dubois, l'une des fondatrices de cet hôtel, et maintenant notre plus récente associée. Un silence absolu s'empara du salon, lorsque Sophie monta sur scène, accompagnée par une vague d'applaudissements polis, mais clairement curieux. Des dizaines de visages l'observaient, certains avec des sourires sincères, d'autres avec des expressions qui dissimulaient à peine la perplexité. Comment cette femme ordinaire, sans les traits conventionnels de beauté, se valorisée par la haute société niçoise, pouvait-elle être associée de l'un des hôtels les plus luxueux de Nice? Étienne serra légèrement sa main avant de lui remettre le microphone, un geste subtil de soutien qui lui donna le courage nécessaire pour affronter l'assemblée. Sophie respira profondément, touchant instinctivement le collier en demi-lune. « Bonsoir à tous », commença-t-elle, sa voix initialement hésitante, mais gagnant en assurance à chaque mot. « J'avoue qu'être ici, devant vous, semble un rêve dont je crains de me réveiller à tout moment. » Ses yeux parcoururent la salle, trouvant des visages familiers parmi les invités. Richard, avec son sourire encourageant, Maurice Lenoir, dont l'expression habituellement sévère montrait maintenant un respect inédit. Anne, la jeune femme de chambre qu'elle avait sauvée du harcèlement, maintenant dans sa nouvelle fonction au département de formation, et même Vanessa, l'observant avec un mélange de surprise et quelque chose qui ressemblait à une admiration réticente. Il y a seulement quelques mois, j'entrais par la porte de service de cet hôtel, portant des rêves modestes et beaucoup d'incertitudes. Aujourd'hui, je découvre que mon lien avec le Palais Azur transcende toute coïncidence. C'était écrit dans les étoiles, dans le même ciel que ma mère, Céline Dubois, contemplait quand elle a rêvé de cet endroit. Sophie fit une pause, remarquant comment le nom de sa mère provoquait des réactions parmi les invités plus âgés. Certains acquiesçaient avec reconnaissance, d'autres chuchotaient entre eux. Étienne lui avait raconté que peu connaissaient de la participation de Céline à la fondation de l'hôtel, un secret qu'il avait gardé pour des raisons qui commençaient seulement à prendre sens. Beaucoup d'entre vous se demandent peut-être comment quelqu'un comme moi est arrivé jusqu'ici, continua-t-elle, décidant d'aborder directement l'éléphant dans la pièce. Quelqu'un qui n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, qui n'a pas fréquenté les mêmes écoles exclusives, qui ne possède pas les attributs physiques que notre société valorise tant. Un malaise visible parcourut l'assemblée, mais Sophie poursuivit, sa voix maintenant complètement ferme. La réponse est simple et en même temps révolutionnaire. Je suis arrivé jusqu'ici parce que j'ai finalement compris que le vrai luxe ne réside pas dans l'apparence, mais dans l'authenticité. Il n'est pas dans les marbres italiens qui ornent ce salon, mais dans la façon dont nous faisons sentir chaque personne en franchissant nos portes. Étienne l'observait avec une intensité qui faisait accélérer son cœur. Il y avait de la fierté dans son regard, mais aussi quelque chose de plus profond, plus personnel. Ma mère, une femme que j'ai à peine eu la chance de connaître, savait déjà cela il y a des décennies. Elle croyait qu'un véritable hôtel de luxe devait être un espace où tous, clients et employés, pourraient exprimer le meilleur d'eux-mêmes, sans jugement, sans barrières invisibles. Sophie prit la coupe de champagne qu'elle avait laissée sur le petit pupitre. Alors, ce soir je lève mon verre non seulement à l'Institut Nouveaux Horizons et son merveilleux travail, mais aussi à tous ceux qui ont le courage d'être authentiquement qui ils sont, défiant les attentes et brisant les barrières. Et j'invite chacun de vous à faire de même, pas seulement avec des mots, mais avec des actions concrètes. Quand elle termina son bref discours, le silence initial fut remplacé par une ovation chaleureuse. Des personnes qui, minutes auparavant, l'observaient avec méfiance, applaudissaient maintenant debout, touchées non seulement par ses mots, mais par la sincérité avec laquelle elle les avait prononcés. Étienne reprit le microphone, visiblement ému. « Et c'est exactement pour cela que le Palais Azur franchit une étape supplémentaire ce soir », annonça-t-il. En plus de notre contribution financière à l'Institut, nous lançons le programme Céline Dubois d'inclusion professionnelle, offrant formation et opportunités réelles de carrière dans l'hôtellerie de luxe
pour les jeunes de communautés vulnérables. Les applaudissements augmentèrent, tandis qu'Étienne levait sa propre coupe. Un toast à Sophie Dubois, qui nous rappelle à tous que le vrai luxe réside dans l'humanité, dans l'excellence authentique et dans le courage de transformer les réalités. Le reste de la soirée se déroula comme un rêve. Sophie fut abordée par des dizaines d'invités, certains offrant des partenariats pour développer le programme social, d'autres simplement curieux de mieux connaître la nouvelle associée qui avait causé tant d'impact. Des journalistes de médias spécialisés en tourisme et affaires demandèrent des interviews, intrigués par son histoire inhabituelle. À un moment donné, Sophie réussit à s'échapper brièvement sur la terrasse du salon, cherchant quelques minutes de tranquillité sous le ciel étoilé de Nice. La Méditerranée brillait au loin, reflétant les lumières de la ville. Une étoile montante a besoin de moments de solitude pour briller encore plus fort. La voix de Richard la surprit. Il s'approcha, lui offrant un verre d'eau citronnée. « J'ai imaginé que vous auriez besoin d'une pause dans le champagne », expliqua-t-il avec un sourire complice. Sophie accepta la boisson avec gratitude. « Tout est si irréel, Richard. Parfois, j'ai peur de me réveiller et de découvrir que rien de tout cela ne s'est produit. » L'homme s'appuya sur la balustrade à côté d'elle, contemplant la même vue. « Savez-vous ce que Céline dirait en ce moment ?» demanda-t-il doucement. Sophie se tourna vers lui, curieuse. « Ne te demande pas pourquoi tu es ici. Demande-toi ce que tu vas faire maintenant que tu es arrivé, » cita Richard avec un regard distant, comme s'il pouvait voir l'ami perdu prononcer ces mots. Elle semblait avoir une phrase parfaite pour chaque situation, commenta Sophie, souriant. Et elle avait presque toujours raison, acquiesça Richard, particulièrement à propos des personnes. Elle aurait adoré voir comment vous et Étienne. Il s'interrompit comme s'il en avait trop dit. « Comment Étienne et moi, quoi ?» demanda Sophie, intriguée par l'hésitation soudaine. Richard but une gorgée de sa propre boisson avant de répondre. « Comment vous travaillez bien ensemble? La façon dont vous vous complétez l'un l'autre. » Céline disait toujours que les partenariats les plus puissants ne sont pas entre personnes similaires, mais entre celles qui apportent des forces différentes à la table. Avant qu'ils ne puissent continuer la conversation, ils furent interrompus par Maurice Lenoir, qui semblait inhabituellement agité. « Mademoiselle Dubois, pardonnez l'intrusion, mais nous avons une situation qui requiert votre attention. »« Que se passe-t-il » demanda Sophie, revenant immédiatement, sans mode professionnel. « L'un de nos clients, M. Martin, fait une sorte de crise d'anxiété dans le hall. Il refuse de parler à quiconque de l'équipe médicale, insiste pour vous parler spécifiquement. » Sophie fronça les sourcils, confuse. Gabriel Martin était un homme d'affaires d'âge moyen qui séjournait régulièrement à l'hôtel depuis des années. Toujours poli mais extrêmement réservé, il interagissait rarement avec l'équipe au-delà du strictement nécessaire. « J'y vais immédiatement, » dit-elle, remettant son verre à Richard. « S'il vous plaît, expliquez à Étienne que j'ai dû m'absenter pour une urgence. » Dans l'élégant hall de l'hôtel, elle trouva Gabriel Martin assis dans l'un des fauteuils, visiblement pâle et respirant avec difficulté. L'équipe de sécurité tenait les curieux à l'écart, tandis qu'une médecin essayait, sans succès, de le convaincre de permettre une évaluation. « Monsieur Martin ?» Sophie s'approcha calmement, s'agenouillant à côté du fauteuil pour être au même niveau visuel. « Je suis Sophie Dubois. On m'a dit que vous vouliez me parler. » L'homme leva les yeux, son regard montrant un mélange de soulagement et d'anxiété. « Mademoiselle Dubois, nous rencontrons enfin la fille de Céline. » Ces mots frappèrent Sophie comme la foudre. Comment un client qu'elle connaissait à peine pouvait-il savoir au sujet de sa mère? « Vous avez connu ma mère ?» demanda-t-elle, sentant son cœur s'accélérer. Gabriel Martin respira profondément, semblant retrouver un peu de son sang-froid. « Pas seulement connu. Je travaillais pour votre père, François Sauveterre. » Un silence tendu s'installa entre eux. Sophie regarda rapidement autour d'elle, vérifiant s'ils étaient observés. La médecin s'était discrètement éloignée, leur donnant de l'intimité. « Monsieur Martin, je pense que nous devons parler dans un endroit plus privé, » suggéra Sophie, l'aidant à se lever. « Allons dans mon bureau. » Pendant le court trajet, 1000 questions explosaient dans son esprit. Qui était vraiment Gabriel Martin? Pourquoi avait-il choisi précisément cette soirée pour se révéler? Et plus important, que savait-il du passé qu'elle essayait encore de dévoiler? Dans le confort de son bureau,
Sophie offrit de l'eau à l'homme et attendit patiemment qu'il retrouve son calme. Quand il parla finalement, sa voix était basse, presque un murmure. « Je séjourne au Palais Azur depuis des années, observant de loin. Quand j'ai su que Céline avait une fille, je me suis promis de la retrouver un jour, mais je n'ai jamais imaginé que vous viendriez jusqu'ici, qu'Étienne vous trouverait. Comment savez-vous tout cela ?» questionna Sophie, partagée entre la curiosité et la prudence. Gabriel soupira profondément. « J'étais le comptable de votre père. C'est moi qui ai découvert les opérations illégales qu'il facilitait, et c'est moi qui l'ai convaincu. De collaborer avec les autorités. Chaque mot était comme une pièce de puzzle s'emboîtant, révélant lentement un tableau plus grand. La nuit de l'incendie, je devais partir avec vous. Nous avions un plan pour quitter le pays, recommencer. Avec de nouvelles identités. Mais j'ai été retardé par un barrage policier, sa voix faiblit momentanément. Quand je suis arrivé à votre maison, elle était déjà en flammes. François, il hésita, apparemment luttant avec des souvenirs douloureux. Votre père n'a pas pu sortir. Céline vous a confié à moi, me demandant de vous emmener en lieu sûr pendant qu'elle essayait de sauver quelques documents importants. Des larmes commencèrent à couler sur le visage vieilli de Gabriel. J'ai promis de revenir la chercher, mais quand je suis revenu, la maison s'était effondrée. Les enquêteurs ont trouvé 2 corps, identifiés comme vos parents. Sophie se sentait engourdie, chaque révélation plus choquante que la précédente. « Et vous m'avez confié ?»« À Marlène ?» demanda-t-elle, essayant de combler les lacunes. Gabriel nia vigoureusement. « Jamais. Je vous ai emmené chez ma sœur dans les Alpes. Elle devait s'occuper de vous jusqu'à ce qu'il soit sûr de revenir. Mais la première nuit, vous avez disparu. Nous avons cru que quelqu'un avait découvert où nous étions et vous avait enlevés. »« Marlène, » murmura Sophie, commençant à comprendre. « Elle a toujours dit qu'elle était ma tante, que ma mère était morte dans un accident. »« De voiture. Un mensonge pour vous tenir éloigné de qui vous étiez vraiment, » confirma Gabriel, essuyant ses larmes. « J'ai passé des années à chercher, jusqu'à ce que finalement j'abandonne, croyant que peut-être vous n'aviez pas survécu. » Il prit le dossier qu'il portait en sortant une enveloppe jaunie. « Quand je vous ai vu sur scène ce soir, parlant de Céline, j'ai su immédiatement. Vous êtes identique à elle, non pas dans l'apparence physique, mais dans l'énergie, dans la façon dont vous vous exprimez, dans le courage. » Il remit l'enveloppe à Sophie d'une main tremblante. « Votre mère m'a demandé de vous remettre ceci quand vous auriez 18 ans. Je l'ai gardé avec moi toutes ces années, dans l'espoir de tenir un jour ma promesse. » Sophie accepta l'enveloppe avec révérence, sentant son poids émotionnel bien plus grand que son poids physique. Avant qu'elle ne puisse l'ouvrir, cependant, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Étienne entra, suivi par Richard, tous deux avec des expressions d'inquiétude. « Sophie, tout va bien ?» Maurice a dit que... Étienne s'interrompit en remarquant Gabriel Martin, et son expression changea instantanément de l'inquiétude au choc. « Gabriel, que fais-tu ici ?» Les 2 hommes se regardèrent, et Sophie comprit immédiatement qu'il y avait beaucoup plus dans cette histoire que ce que l'un d'eux avait révélé jusqu'alors. « Vous vous connaissez ?» demanda-t-elle, regardant de l'un à l'autre. Richard fut celui qui répondit, sa voix étrangement tendue. « Gabriel était le meilleur ami de votre père à l'université, et l'homme qu'Étienne a toujours cru responsable de l'incendie qui a tué vos parents. » La tension dans le petit bureau était palpable. Étienne et Gabriel se regardaient comme de vieux adversaires, tandis que Richard restait près de la porte, visiblement mal à l'aise. Sophie, tenant toujours l'enveloppe mystérieuse, se sentait à l'épicentre d'un tremblement de terre émotionnel. « Je crois que nous avons beaucoup à éclaircir, » dit-elle finalement, sa voix étonnamment ferme. « Et ce n'est ni le moment, ni le lieu approprié. » Étienne détourna son regard de Gabriel pour la regarder, la colère dans ses yeux s'adoucissant légèrement. « Vous ne savez pas qui est vraiment cet homme, Sophie. En fait, Étienne, je pense qu'aucun de nous ne connaît toute la vérité, » répondit-elle, se levant avec détermination. « Mais j'ai l'intention de la découvrir. Ce soir, cependant, nous avons des invités importants qui attendent notre retour à l'événement de bienfaisance. » Richard acquiesça, impressionné par son professionnalisme. « Sophie a raison. Nous pouvons résoudre cela demain, calmement. » Étienne hésita, le conflit interne évident sur son visage.
Très bien, accepta-t-il finalement. Gabriel, j'espère que vous serez disponible pour une conversation demain à 10 heures, dans mon bureau. Ce n'était pas une invitation, mais une sommation. Gabriel acquiesça silencieusement, son regard rencontrant celui de Sophie avec un mélange d'espoir et de supplication. « Je serai où et quand ce sera nécessaire, répondit-il. J'ai attendu trop longtemps pour enfin tenir ma promesse. » Tandis que Gabriel se retirait, Sophie rangea soigneusement l'enveloppe dans son sac. Elle avait besoin d'intimité et de calme pour lire ce que sa mère avait écrit tant d'années auparavant. Pour l'instant, son devoir était de retourner à l'événement et de continuer à jouer son rôle, indépendamment de la tempête émotionnelle qui se formait en elle. La soirée se déroula comme un rêve fiévreux. Sophie souriait, conversait et remplissait ses obligations sociales, tandis que son esprit travaillait sans cesse, essayant de connecter toutes les nouvelles pièces du puzzle. Occasionnellement, ses yeux rencontraient ceux d'Étienne à travers le salon, et elle pouvait sentir le poids des questions non posées, des vérités non révélées. Quand le dernier invité se retira enfin, il était plus de 3 heures du matin. Épuisée, physiquement et émotionnellement, Sophie refusa poliment l'offre d'Étienne d'une conversation immédiate. « Demain, nous verrons Gabriel et entendrons ce qu'il a à dire, dit-elle. Après cela, vous et moi devrons parler en privé. » Étienne acquiesça, respectant sa décision. Il y avait quelque chose de nouveau dans la façon dont il la regardait, un mélange d'admiration et quelque chose de plus profond qu'elle ne pouvait pas encore nommer. « Vous avez été extraordinaire ce soir, commenta-t-il, tenant brièvement sa main. Pas seulement sur scène, mais en tout. Céline serait immensément fière. » Ces mots l'accompagnèrent durant le trajet en taxi jusqu'à son appartement à Cagnes-sur-Mer. Tandis que la ville endormie défilait par la fenêtre, Sophie réfléchissait à comment sa vie s'était complètement transformée en si peu de temps. D'assistante de lingerie à associée de l'un des hôtels les plus luxueux de Nice, de fille orpheline élevée par une tante distante à héritière d'un héritage complexe et encore partiellement dévoilé. La maison, malgré la fatigue, elle ne put s'endormir immédiatement. Assise sur son petit balcon, sous la douce lumière de la lampe, elle ouvrit finalement l'enveloppe que Gabriel lui avait remise. À l'intérieur, elle trouva plusieurs feuilles de papier jaunies par le temps et une photographie. Céline, visiblement enceinte, souriait radieusement à côté d'un homme grand au regard doux que Sophie présuma être son père. D'une main tremblante, elle déplia la lettre et commença à lire. « Ma chère fille, si tu lis cette lettre, cela signifie que quelque chose a terriblement mal tourné dans nos plans et que je ne suis pas là pour te raconter personnellement notre histoire. J'espère que, où que tu sois maintenant, tu as grandi entouré d'amour et de sécurité. Il y a tant de choses que j'aimerais te dire, tant de leçons que j'aimerais partager. Mais peut-être la plus importante est celle-ci. Ne permets jamais au monde de définir qui tu es ou combien tu vaux. J'ai grandi en entendant que je n'étais pas assez belle, que je devrais me contenter de moins, que je devrais être reconnaissante pour la moindre miette d'attention ou d'affection. J'ai cru à ces mensonges trop longtemps, jusqu'à ce que je rencontre ton père et plus tard Étienne et Richard. Ils m'ont appris que la vraie beauté ne réside pas dans la symétrie d'un visage ou les courbes d'un corps, mais dans l'authenticité, le courage, la capacité à transformer des vies. François, ton père, était un homme complexe. Il a commis de graves erreurs, s'est impliqué avec des personnes dangereuses, mais à la fin, il a choisi le bon chemin, même en sachant que cela pourrait lui coûter la vie. Son courage m'inspire tous les jours. Étienne Moreau a été plus qu'un ami, un frère que la vie m'a donné. Si d'une façon ou d'une autre il te trouve avant moi, je sais qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour te protéger et te guider. Fais-lui confiance, même quand les circonstances suggèrent le contraire. Quant à Richard, il est le médiateur, le pacificateur. En temps de conflit, écoute-le. Sa sagesse dépasse souvent sa neutralité apparente. Gabriel Martin, qui t'a probablement remis cette lettre, a sauvé nos vies plus d'une fois. Le plan de fuite que nous avons élaboré ensemble est notre dernier espoir. S'il m'arrive quelque chose, souviens-toi toujours, tu es ma plus grande fierté, ma continuation dans le monde. Tu portes non seulement mes gènes, mais mes rêves, ma détermination. Le Palais Azur n'était que le début de quelque chose que j'espère que tu continueras, à ta manière. Où que je sois, je serai toujours en train de veiller sur toi, de
t'aimer, de croire en toi. Avec tout mon amour, ta mère Céline. » Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de Sophie, tandis qu'elle lisait et relisait les mots de sa mère. Cette lettre était plus qu'un message. C'était une carte pour sa propre identité, une confirmation que le chemin qu'elle suivait, même sans le savoir, avait été en quelque sorte prédestiné. Elle s'endormit sur la chaise du balcon, la lettre encore dans ses mains, et rêva d'une femme au sourire radieux qui marchait sur la plage, lui faisant signe au loin. Le lendemain matin, elle arriva au Palais Azur exactement à 9h45, déterminée à affronter toute vérité que la réunion avec Gabriel révélerait. Étonnamment, elle trouva non seulement Étienne et Richard qui attendaient dans le bureau du dernier étage, mais aussi Maurice Lenoir. Maurice a un rôle important dans cette histoire, expliqua Étienne en remarquant son regard interrogateur. C'est lui qui a maintenu le contact avec Gabriel toutes ces années, à mon insu. Le directeur général semblait mal à l'aise, mais déterminé. J'ai toujours cru qu'un jour la vérité émergerait, mademoiselle Dubois. Je n'attendais simplement pas que cela se produise de cette façon. Avant qu'il ne puisse être élaboré, Gabriel Martin entra dans le bureau. Il semblait avoir vieilli d'une décennie en une, seule nuit, mais il y avait de la détermination dans son regard fatigué. Durant les 2 heures suivantes, une histoire extraordinaire fut révélée, pièce par pièce. Gabriel expliqua comment François Sauveterre s'était impliqué involontairement avec une organisation criminelle à travers ses affaires d'événementiel, et comment, en découvrant la vraie nature de ses clients, il avait décidé de collaborer avec les autorités. Céline a découvert par accident, raconta Gabriel. Elle a trouvé des documents compromettants dans le bureau de François. Au lieu de le confronter immédiatement, elle a cherché conseil auprès d'Étienne. Étienne prit la parole à ce moment. Je soupçonnais déjà que quelque chose n'allait pas. L'hôtel était utilisé pour certaines transactions douteuses, mais je n'arrivais pas à identifier la source. Quand Céline est venue me voir, j'ai réalisé que François était au centre de tout. Mais François n'était pas le cerveau, intervint Gabriel. Il n'était qu'un intermédiaire, manipulé par quelqu'un de bien plus puissant, quelqu'un qui était au-dessus de tout soupçon. Un silence pesant tomba sur la salle, tandis que Gabriel hésitait, regardant nerveusement Maurice. « Mon père », dit finalement Maurice, sa voix presque un murmure. Auguste Lenoir était le véritable cerveau derrière l'opération. Il utilisait sa position de respectable homme d'affaires dans l'hôtellerie pour coordonner un vaste réseau de blanchiment et d'argent. Sophie sentit le sol disparaître sous ses pieds. Auguste Lenoir avait été l'un des hommes d'affaires les plus respectés de Nice, décédé il y a seulement 5 ans, laissant un héritage d'excellence qui était fréquemment célébré lors d'événements du secteur. Quand François a décidé de collaborer, mon père a réalisé qu'il serait impliqué, continua Maurice, évitant de regarder directement l'un d'entre eux. Il a ordonné l'incendie, croyant qu'il éliminerait François, Céline et toutes les preuves qui pourraient le relier aux opérations illégales. « Mais vous avez réussi à vous échapper à temps, » dit Étienne, se tournant vers Gabriel. « Sauf que j'ai toujours cru que vous étiez impliqué dans l'incendie. Les preuves vous désignaient. »« Des preuves fabriquées par Auguste, » expliqua Gabriel. « Il avait besoin d'un bouc émissaire et j'étais parfait, le meilleur ami de François, avec accès à des informations privilégiées. Quand j'ai réalisé ce qui s'était passé, il était déjà trop tard. J'ai dû disparaître, assumer une autre identité. »« Et Sophie ?» demanda Richard, rompant son silence. « Comment a-t-elle fini avec cette Marlène ?» Gabriel soupira profondément. « Ma sœur avait une employée, Marlène Savard, sans lien avec François, juste une coïncidence de nom. La nuit où j'ai emmené Sophie chez elle, Marlène a entendu notre conversation. Elle a compris que l'enfant pourrait valoir beaucoup d'argent pour les bonnes personnes. « Elle m'a enlevé ?» demanda Sophie, horrifiée. « Et a contacté Auguste Lenoir, confirma Maurice. Mon père lui a payé une somme considérable pour vous élever loin de Nice avec une fausse identité, s'assurant que vous ne découvririez jamais votre véritable origine. Pourquoi n'a-t-il pas simplement... » Sophie ne put compléter la terrible question. « Parce que vous étiez une police d'assurance, » répondit Étienne, la compréhension illuminant son visage. « Si un jour les enquêtes s'approchèrent de lui, il pourrait vous utiliser comme monnaie d'échange, ou même comme preuve de son innocence en vous retrouvant et vous rendant à la société. » « Exactement, » acquiesça Maurice. « Mon père a toujours maintenu des informateurs vous surveillant à distance.
Quand vous avez eu 18 ans et que Marlène vous a remis le collier de votre mère, il était furieux. Ce collier était le seul objet qui pourrait établir un lien avec Céline. Sophie toucha instinctivement le pendentif en demi-lune qu'elle portait maintenant ouvertement. « Et pourquoi nous racontez-vous tout cela maintenant, Maurice ?» demanda Richard, verbalisant le doute qui planait dans l'air. Le directeur général regarda chacun d'eux avant de répondre « Parce que j'ai passé des années à essayer de compenser les crimes de mon père. Quand j'ai vu Sophie pour la première fois remettant son CV froissé, je l'ai immédiatement reconnue. C'est moi qui ai convaincu Régine de l'embaucher, même sans expérience. »« Vous saviez depuis le début ?» demanda Sophie, abasourdie. « Et j'ai surveillé votre ascension, m'assurant que personne n'interfère, confirma Maurice. Quand Étienne a commencé à remarquer votre talent, j'ai su que ce n'était qu'une question de temps avant que la vérité n'éclate. » Étienne se leva brusquement, marchant jusqu'à la fenêtre. Le soleil du matin illuminait son profil, soulignant les lignes de préoccupation sur son visage. « Pendant 20 ans, j'ai cru que Gabriel était responsable de la mort de mes amis, dit-il sans se retourner. Pendant 20 ans, j'ai maintenu le nom de Céline, comme associé dans les documents officiels, espérant qu'un jour sa fille apparaîtrait pour réclamer son héritage. » Il se retourna pour regarder Sophie, ses yeux brillants d'émotion contenue. « Et puis vous êtes apparue, non pas comme une héritière en quête de fortune, mais comme une employée dévouée, gravissant chaque échelon par mérite propre, transformant cet hôtel de façon que même Céline n'aurait pu imaginer. » Le silence qui suivit était chargé de sens. Gabriel, Richard et Maurice semblaient comprendre que ce moment n'appartenait qu'à Étienne et Sophie, une connexion qui transcendait les circonstances extraordinaires qui les avaient réunis. « Je crois que vous deux avez besoin d'un moment en privé, dit Richard se levant. Gabriel, Maurice, accompagnez-moi. Nous avons beaucoup de détails pratiques à discuter, comme la sécurité de tous les impliqués maintenant que la vérité émerge. » Quand la porte se referma derrière eux, Étienne et Sophie se retrouvèrent, seuls face à face avec 2 décennies de secrets, de pertes et de possibilités non réalisées. « Qu'avez-vous lu dans la lettre ?» demanda doucement Étienne. Sophie sourit, des larmes brillant dans ses yeux. « Que vous êtes plus qu'un ami, un frère que la vie lui a donné, et que je devrais vous faire confiance, même quand les circonstances suggèrent le contraire. » Étienne sourit, un sourire sincère qui illuminait son visage habituellement sérieux. Céline avait toujours le don de voir au-delà de l'évident, commenta-t-il, spécialement quand il s'agissait de personnes. Il s'approcha lentement, s'asseyant à côté d'elle sur le canapé. « Ces derniers mois, j'ai lutté contre des sentiments que je ne m'attendais pas à éprouver à nouveau, » confessa-t-il. « Quand je vous ai vu pour la première fois à la réception, quelque chose en vous m'a profondément intrigué. Ce n'était pas seulement la ressemblance avec Céline, bien que maintenant je remarque les petits détails. La façon dont vous froncez les sourcils quand vous êtes concentré, comment vous gesticulez en expliquant quelque chose qui vous passionne. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. « Qu'était-ce alors ?»« Votre essence, » répondit Étienne. « La façon dont vous transformiez tout autour de vous simplement, en étant authentiquement vous, sans masque, sans prétention. Dans un monde bâti sur les apparences, vous avez toujours été réel. » Il hésita, comme s'il luttait avec les mots suivants. « Quand j'ai découvert qui vous étiez vraiment, j'ai essayé de me convaincre que mon intérêt était purement professionnel, ou au plus une extension de l'affection que je ressentais pour votre mère. Mais la vérité est qu'il existe quelque chose entre nous qui transcende le passé, » compléta Sophie, trouvant enfin le courage d'exprimer ce qu'elle ressentait. « Quelque chose qui a commencé avant même que nous sachions qui nous étions l'un pour l'autre. » Étienne acquiesça, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Ce qui se passe maintenant dépend entièrement de vous, Sophie. Il n'y a pas d'obligation, pas d'attente, seulement des possibilités. » À ce moment, regardant dans les yeux de l'homme qui avait été l'ami de sa mère, qui avait préservé son héritage pendant 2 décennies, et qui la regardait maintenant non comme une héritière ou une protégée, mais comme une égale, Sophie comprit pleinement le sens des mots que sa mère avait écrits. La vraie beauté ne réside pas dans la symétrie d'un visage ou les courbes d'un corps, mais dans l'authenticité, le courage, la capacité à transformer des vies. Sans hésiter, elle tendit la main, entrelaçant ses doigts avec ceux d'Étienne. « Les possibilités sont exactement ce que j'ai toujours cherché, »
répondit-elle avec un sourire. Un nouveau commencement, construit sur la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Dans les semaines et mois qui suivirent, le Palais Azur connut une transformation encore plus profonde. Avec Sophie officiellement reconnue comme associée et héritière de Céline Dubois, une nouvelle ère commença. Le programme Céline Dubois d'inclusion professionnelle devint une référence dans le secteur hôtelier, ouvrant des portes pour les jeunes de communautés vulnérables. Gabriel Martin, enfin libéré des ombres du passé, assuma un rôle de consultant senior, apportant des décennies d'expérience en gestion financière. Maurice Lenoir, après avoir confessé sa connaissance des crimes de son père aux autorités, resta directeur général, se consacrant à réparer l'héritage toxique qu'il avait reçu. Richard, toujours le pacificateur, coordonna la transition, s'assurant que l'histoire de Céline et François soit honorée sans sensationnalisme ni exploitation. Sous sa direction, une aile entière de l'hôtel fut rénovée et rebaptisée Espace Céline Dubois, dédié aux événements culturels et éducatifs. Quant à Sophie et Étienne, leur relation évolua naturellement, construite sur le respect mutuel, l'admiration professionnelle et un amour qui grandissait jour après jour. À la surprise des deux, la société niçoise, initialement sceptique sur l'employé ordinaire, devenu associé du magnate de l'hôtellerie, se rendit graduellement à l'authenticité de leur histoire. Par un après-midi ensoleillé, 6 mois après la révélation qui avait transformé leur vie, Sophie se trouvait sur la terrasse du dernier étage de l'hôtel, observant le coucher de soleil sur la Méditerranée. Le journal qu'elle avait trouvé des mois auparavant était sur ses genoux, ses pages maintenant remplies de réflexions, d'espoir et de plans pour l'avenir. Étienne s'approcha silencieusement, posant ses mains sur ses épaules. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. Sophie sourit, couvrant sa main de la sienne. « À combien la vie est imprévisible. À comment j'ai passé des années à croire que mon manque de beauté était une sentence, une limite à ce que je pouvais accomplir ou mériter. Et comment, finalement, c'est justement mon authenticité qui m'a amené jusqu'ici. » Étienne se pencha, l'embrassant doucement. « Tu es la femme la plus belle que j'ai jamais connue, Sophie Dubois. Non pas malgré tes imperfections, mais avec elle, à travers elle. Exactement comme ta mère l'a toujours été. » À ce moment, tandis que le ciel de Nice se teintait de rouge et d'or, Sophie se sentit enfin complète. Son voyage, qui avait commencé dans l'insécurité et le rejet, culminait dans une acceptation totale, pas seulement par les autres, mais par elle-même. Le collier en demi-lune brillait doucement contre sa peau, un rappel constant que la vraie beauté, comme l'avait écrit sa mère, n'avait jamais résidé dans la perfection superficielle, mais dans le courage d'être authentiquement soi-même, indépendamment des attentes du monde. Et là, dans les bras de l'homme qui avait appris à l'aimer pour qui elle était vraiment, Sophie comprenait enfin la vérité.